Je pense qu'il n'y a pas à répondre à ces questions. La seule qui veuille d'être posée en termes de réponse est de se demander est-ce que depuis 1 an qu'il est au pouvoir, à la tête de la superpuissance que sont les États-Unis, est-ce que le monde est plus sûr? Est-ce que le monde est plus stable? Est-ce que le monde est en paix? Et si la réponse est négative, quelle est sa responsabilité exclusive par rapport à cette déstabilisation du monde qui apparemment est devenu dangereux pour tout le monde, y compris pour lui-même? Imposer la démocratie, M. Boniface l'a rappelé, les logiques internes et nationales ne s'imposent pas de l'extérieur. Enlever des présidents en fonction, les enlever pour les exfiltrer et les soumettre à votre justice ne relève pas de la démocratie si cela devait s'entendre en termes de droit international. Quelle guerre a été gagnée? Aucune. Aucune guerre n'a été gagnée. Les États-Unis et l'Occident se sont livrés à beaucoup de guerres ces dernières décennies. Ils n'ont pas gagné la guerre du Vietnam. Ils n'ont pas gagné la guerre en Irak, en Afghanistan, en Libye, en Syrie. Ils n'ont pas gagné la guerre même au Somalie, où ils ont été obligés de se retirer, poursuivis par des bandes armées. À part semer le chaos et le désordre derrière eux dans ces pays, aucune de ces guerres n'a été gagnée parce qu'aucun des objectifs n'a été atteint. On ne citera pas ces pays comme des exemples de démocratie sous la conception occidentale s'entend. Quel objectif était assigné pour la guerre en Iran? C'était de remplacer un régime. Cela n'a pas été fait. Le même régime est dans sa version la plus radicale, la plus dure, va continuer et les États-Unis sont obligés de discuter et de négocier avec ce régime. Réduire les capacités balistiques de l'Iran, ça n'a pas été atteint. Imposer à l'Iran de renoncer à tout programme nucléaire, civil comme militaire, n'est pas un objectif atteint. Aucun des objectifs n'a été atteint et pourtant le monde est plongé dans un chaos que rien ne justifie. M. Trump n'est pas un homme de paix, c'est un homme de déstabilisation du monde. Et à côté de tout ça, faudrait-il ajouter de regretter le comportement de l'autre frange occidentale, donneur de leçons devant l'Éternel. Dès le début des hostilités, tous les régimes occidentaux ont fait des déclarations pour déplorer la violation du droit international et de l'ordre international. Mais ça se limite à ça. Et pour atténuer et justifier d'ailleurs, se justifier auprès de leur patron, il faut qu'ils ajoutent néanmoins qu'ils se réjouissent que le guide Khamenei ait été exécuté, puisque c'est un dangereux terroriste qui brime son peuple, qu'ils se réjouissent que Nicolás Maduro ait été exfiltré, parce que c'était un dictateur, jouant à un équilibrisme que rien ne justifie. Ce n'est pas à eux d'estimer et de décider pour les autres peuples. Qu'il leur suffise de le faire pour eux-mêmes, ce qui semble être de plus en plus complexe. Déplorer la violation du droit international, mais de l'autre côté mettre à disposition ces bases militaires ne relève pas d'une cohérence politique. Alors, quels enseignements devrons-nous tirer de tout ça?
Les répercussions de cette crise, nous devons encore attendre. Elles sont déjà extrêmement impactantes dans le mauvais sens. Peut-être au-delà des questions liées aux hydrocarbures et aux énergies, devrons-nous attendre, surtout pour les pays les moins préparés que les nôtres, à des répercussions sur les produits alimentaires et sur beaucoup d'autres aspects. Mais tout ceci découle de ce qu'il est convenu d'appeler le piège de Thucydide, que certainement le professeur Boniface connaît mieux que nous. Make America Great Again signifie simplement la prise d'une conscience que la seule superpuissance qu'on était en train de perdre du terrain, pour ne pas dire sa première place, face à la montée en puissance d'autres blocs, et particulièrement la Chine. La solution n'est pas celle qui est hésitée aujourd'hui par l'Amérique et par le président Trump. Essayer de réaffirmer sa toute-puissance sur sa zone de rayonnement, notamment l'Europe occidentale, une partie de l'Amérique du Sud et le Golfe, essayer de couper les pistes d'approvisionnement pour asphyxier un concurrent au risque de déstabiliser le monde entier n'est pas la solution. Et les États-Unis eux-mêmes n'échapperont pas aux conséquences extrêmement négatives. Quelles sont ces conséquences? Va-t-on assister à un réarmement de beaucoup de pays asiatiques qui, avec ce qui s'est passé, prennent conscience des limites de la protection américaine? Le Japon, qui abrite la plus grande base militaire américaine dans le monde, la Corée du Sud, puisque les pays du Golfe n'ont pas été suffisamment protégés par les États-Unis, en tout cas, qui n'a pas pu faire face aux frappes iraniennes. Est-ce que des pays qui ont les capacités de se réarmer, y compris sur le plan nucléaire, vont continuer à confier leur sécurité ou une partie de leur sécurité aux États-Unis d'Amérique face à la montée en puissance de la Chine? C'est une question auxquelles peut-être les chercheurs répondront, ou l'histoire à venir. Va-t-on assister à la fin du pétrodollar, qui est le système qui a été assis au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, sur la base d'exploitation des énormes ressources pétrogazières des monarchies du Golfe, mais avec des investissements extrêmement importants et une solidification du dollar comme monnaie d'échange internationale? L'histoire nous l'apprendra très bientôt. Ce que je veux dire par là, c'est que M. Trump a exactement le contraire de ce qu'il cherchait en déclenchant cette guerre. Quelles conséquences ou quels enseignements pour nous, Africains? L'Iran vient de nous démontrer. Je ne suis pas là pour juger en bien ou en mal le régime iranien. Mais l'Iran nous a démontré que lorsqu'un peuple croit en lui-même, croit en ses capacités, lorsqu'il est convaincu d'être une civilisation forte, ancrée sur des valeurs endogènes, eh bien, ce peuple peut résister à tout. Et l'Iran vient de nous le démontrer. Quel enseignement également pour l'Afrique? J'y reviendrai. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre de la Culture, certainement il est pressenti pour être le prochain Premier ministre.